L'École normale supérieure. Établissement prestigieux d'enseignement français, grandement reconnu à l'international. Il assure la formation de chercheurs, de hauts fonctionnaires et d'enseignants à travers de multiples disciplines. Ça représente avec Polytechnique les grandes écoles les plus sélectives et pour cause, son rôle étant de former l'élite de l'enseignement et de la recherche du pays. C'est là-bas que vous avez parmi les professeurs les plus dévoués, il y a véritablement un climat de discipline et de goût de l'effort qui y règne et vous avez des opportunités qui sont formidables entre les conférences, les ateliers qui sont très variés. C'est impossible en tant que passionné de s'ennuyer là-bas. D'illustres personnes de différents milieux sont passées par les ENS, que ce soit Simone Veil, Louis Pasteur, Cédric Villani. Il est presque devenu obligatoire d'y passer si vous voulez marquer votre époque dans votre catégorie, dans la mesure où aujourd'hui la vaste majorité des médaillés Fields, médaillés CNRS ou prix Nobel français sont issus de Normal Sup. À l'origine seule, il en existe aujourd'hui 4 à Lyon, Rennes, Saclay et Paris. Cette dernière étant la plus ancienne de toutes, se situe rue d'Ulm dans le 5e arrondissement pour ceux qui connaissent, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'on l'appelle le plus souvent ENS Ulm. Chacune des ENS ont leur mascotte qui leur permet de se différencier dans les inter-ENS, là où règne la rivalité, et en vrai ça va, d'après les témoignages que j'ai eus, c'est assez convivial. ENS Ulm est très certainement la plus renommée des 4, quand bien même les autres ne déméritent clairement pas, et elle est donc par défaut la plus difficile à intégrer. La question maintenant, c'est comment on y rentre. Depuis le début, je vante cette école, et peut-être que je donne envie à certains d'y aller. Il serait donc préférable de savoir comment on fait pour y rentrer. En dehors des sélections à l'étranger, vous avez 3 façons de rentrer à l'ENS. La première étant sur concours, après 2 ou 3 ans de CPGE, et c'est ce qui vous donne le statut d'élève, qui fait que vous êtes rémunéré, mais en contrepartie, vous devez 10 ans à l'État en qualité de fonctionnaire. Donc ceux qui veulent go expat, c'est mort. La deuxième façon, c'est sur dossier, que vous soyez en fac ou en CPGE, et c'est ce qui vous donne le statut d'étudiant, qui fait que vous ne serez pas rémunéré, mais vous ne devez évidemment rien à l'État. Il faut évidemment un dossier quasi irréprochable, et ensuite briller en entretien pour espérer être pris de cette façon. La troisième et dernière des façons, c'est de rentrer en tant que mastérien. C'est-à-dire que l'école propose des formations post-bac sélectives assez spécifiques, et vous suivez votre cursus de master là-bas, vous pouvez ensuite tout naturellement poursuivre sur une thèse, etc. Quand bien même la plupart disent qu'il n'y a aucune discrimination entre les statuts, je reste persuadé que tacitement, il y a quand même des gens qui se pensent un petit peu supérieurs aux autres. Je discutais un jour avec un prof normalien, et je lui ai demandé selon lui quelle est la différence entre un élève et un étudiant. Et il m'a répondu, bah écoute, je considère que ceux pris sur concours, c'est ceux qui rentrent par la grande porte, et ceux qui sont pris sur dossier, c'est ceux qui sont rentrés en cassant un carreau. Ce qui ressemble à une boutade au premier abord cache ici, selon moi, une once d'arrogance, mais c'est pas le sujet, on s'égare. De toute façon, là-bas, vous allez pas avoir des grandes joutes verbales, hein, on reste dans le pacifisme, et tant mieux. Je suis convaincu que l'humilité règne en grande partie là-bas, contrairement aux écoles de commerce. Nous, ici, on va parler de l'aspect concours. J'aimerais, comme le titre de la vidéo l'indique, vous dépeindre ici en quoi ce concours est, selon moi, le concours mathématique le plus difficile de France. Supposons que vous avez 2 ans de prépa dans les jambes. Vous êtes ambitieux, vous faites partie de la tête de classe, Polytechnique et Normal Sup vous fondent l'œil, et c'est normal. Fatalement, vous décidez de vous inscrire au concours. Il y a 4 épreuves liées à cette banque d'écoles. Tout d'abord, vous avez Maths A et Maths C, qui sont des épreuves communes à toutes ces écoles. Elles sont donc obligatoires et durent 4 heures chacune. Ces 2 premières épreuves proposent des sujets intéressants, mais utilisent généralement la technique dite de la camionnette. C'est-à-dire qu'on t'attire avec quelques questions préliminaires classiques, du genre pourquoi le module d'une racine de l'unité vaut 1, et 30 minutes après, tu finis à majorer des cardinaux de P sous-groupe obscur de GLN2Z, et tu te rends compte que t'as pas apporté assez de vaseline. La troisième épreuve, Maths B, est une épreuve spécifique à ceux qui veulent passer Polytechnique. Tu sens ici le côté un peu militaire de l'épreuve, dans le sens où c'est pas de l'intuition de fou qu'on va te demander, quand bien même il en faut un peu, mais en revanche, on va te demander une rigueur dans les calculs qui est exemplaire, dans la mesure où 85 à 90% des questions sont exclusivement calculatoires. Un tiers des calculs étant évidemment à rallonge, voire complètement interminable, hein, vous vous en doutez bien. Petit exemple, dans l'épreuve de 2020, à un moment, il y a une question ultra innocente où il te demande de prouver un équivalent à l'infini. Vous êtes complètement taré. Je sais pas pourquoi, mais depuis quelques années, c'est la mode chez Maths B de faire des sujets à prédominance proba infernaux. Genre l'an dernier, écoutez bien, sujet full proba comme d'habitude, mais plot twist avec la fonction zeta de Riemann. Parce que oui, il existe une loi en proba appelée la loi de zeta. Et vous pouvez la relier avec des trucs insignifiants du quotidien, du genre la fréquence des mots dans un texte. Diantre, qui aurait cru qu'en ouvrant le code civil, les mots soient répartis selon la fonction zeta? Et le pire, c'est qu'encore une fois, le sujet il est très intéressant, mais c'est tellement long et éprouvant. Vraiment, chacun de ces sujets ont un intérêt tel que ça mérite une vidéo, sauf que si je fais une vidéo pour chaque sujet, je deviens moine Shaolin, et c'est clairement pas l'objectif. Et finalement, en guise de dernière épreuve, vous avez Maths D. Elle est réservée exclusivement à ceux qui veulent ENS Ulm. Déjà, elle dure 6 heures, donc de 8 h à 14 h, tu fais des maths, rien d'autre. En général, mais c'est pas systématique, on te prend un truc ultra spécifique dont personne n'a jamais entendu parler, et on te fait un sujet interminable dessus. Là, par exemple, j'ai le sujet de l'an dernier devant les yeux, c'est point rationnel de la quadrique 3x² plus 3y² moins z² égale -1. Et du coup, boum, 8 pages sur un hyperboloïde à 2 nappes, c'est vraiment un bonheur ultime. Ça demande une intuition de fou furieux. Les très rares questions classiques ne rapportent quasiment aucun point. Et pour briller dans ce genre d'épreuve, il faut absolument attaquer le noyau dur des questions et ne surtout pas chercher à grappiller des points. Sachez que le mec qui va vous corriger à 8000 de QI,
au moins, et il verra immédiatement votre tentative d'entourloupe. N'essayez pas de l'arnaquer. J'insiste, ces sujets ne sont pas finissables par des êtres humains normaux. Donc si par exemple vous avez 5 parties à traiter, choisissez d'en bétonner déjà 2 à fond, et ça vous assurera déjà une bonne, voire une très bonne note selon votre prestation. Alors bien sûr, si vous n'attaquez que 2 parties, faut les réussir très bien, mais vraiment très bien. Je crois que c'était en 2020 où un mec avait rendu seulement 6 pages. Donc sur une épreuve de 6 heures, ça fait 1 page par heure, ok? Mais comme ces 6 pages étaient irréprochables, il a eu la note de 20 sur 20. Donc voilà, je me tue à vous le dire depuis quelques temps, privilégiez la qualité à la quantité. Évitez les arnaques et soyez humble avec le grappillage. Ce sont 3 conseils valant de l'or pour ceux qui composent sur des épreuves longues qui durent 6 heures. Pour toutes les raisons que j'ai citées au préalable, Math D représente, selon moi, évidemment, c'est subjectif, l'épreuve la plus difficile du concours le plus difficile mathématique de France. Et c'est très probablement dans le top 3 Europe. Sachez que la médiane de cette épreuve tourne en général, et ça ne bouge pas selon les années, autour de 4. Et c'est pas que les candidats sont mauvais, je veux dire, c'est bourré de lauréats du concours général, de lauréats de l'Olympiade mathématique, de mecs qui brûlent littéralement pour les maths. C'est vraiment des passionnés qui se donnent, mais le problème c'est que la difficulté, elle est ahurissante. Si parmi tout ce beau monde, la moitié des gens ont moins de 4, ça montre vraiment que ça demande une intuition mathématique et calculatoire folle. Et le pire, c'est que le cauchemar ne s'arrête pas là. Comme vous le savez, dans tous les concours, il arrive parfois qu'il y ait des années un petit peu pathologiques. C'est-à-dire que vous avez des années où l'épreuve est 10 fois plus dure qu'habituellement, et du coup vous pensez bien que Math D ne fait pas exception à la règle. Mais du coup, ça ressemble à quoi la plus dure des épreuves dont la difficulté est décuplée? C'est que ça me fume, on dirait le concours de qui a la bite la plus grande. Abordons, si vous le voulez bien pour cette fin de vidéo, des sujets qui sont parmi les pires qu'il y a eu à Math D au fil des années. Le sujet de 1980, présenté à Ulm, était, comment dire, un cauchemar théorique absolu. C'était un sujet très captivant. Ça, on peut pas leur enlever. Mais ça demandait d'être un virtuose de l'algèbre linéaire, vous vous rendez pas compte. Ça faisait l'étude des familles simples de matrices via la réduction de Jordan et des outils topologiques un peu farfelus. La partie 1 consistait en la démonstration d'un résultat fondamental. C'est un théorème assez célèbre qui dit que toute matrice à coefficient complexe est semblable à sa forme canonique de Jordan, c'est-à-dire une matrice diagonale par bloc qui s'écrit avec des diagonales de lambda i et de 1. Avec lambda i des scalaires complexes distincts. Et cette forme est unique à permutation près des blocs. C'est un résultat phénoménal car, comme vous le savez, la semblabilité est une relation d'équivalence. Et 2 matrices semblables ont même rang, même polynôme caractéristique, même valeur propre, même déterminant, etc. Et les formes canoniques de Jordan, étant d'une simplicité folle à étudier, vous obtenez tous les renseignements que vous voulez sur une matrice quelconque, simplement avec sa forme canonique de Jordan. Donc le théorème est génial et donne toute une série de corollaires tout aussi intéressants. La partie 2 était une condition nécessaire et suffisante de surjectivité de la dérivée via des conditions topologiques. Déjà là, ça commençait à sentir pas bon du tout, et il fallait des nerfs en acier pour entrevoir une solution à travers tout ce bordel de voisinage. Et à partir de la partie 3, mon Dieu, ça mélange subtilement topologie, matrice sous algèbre, le tout avec un nouveau concept, la déformation de matrice. J'ai beau avoir lu et relu la définition en boucle pendant 10 minutes, je n'ai pas compris la motivation derrière tout ça. J'ai l'impression que c'est pour la réduction de matrice proche d'une matrice donnée, genre tu prends un voisinage de matrice, et ça te permet d'avoir une certaine régularité vu que la déformation est une fonction lisse. Mais je vous jure que les hypothèses n'ont aucun sens. C'est abstrait et abscon. Et le pire, c'est que j'ai cherché sur internet des définitions plus récentes de déformation ample ou déformation universelle de matrice. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien du tout. On dirait que le concept est complètement tombé en désuétude et qu'il n'intéresse plus personne. Je plains sincèrement ceux qui ont dû traiter ce sujet. Et t'imagines, t'es contraint de visualiser des concepts comme ça pendant 6 heures. C'est plus une migraine que t'as en sortant, c'est une tumeur de stade 4. Alors à la sortie, il y a des formulaires d'inscription chimio, genre. Donc voilà, si 80 était une bonne année pour Saint-Émilion, ça l'était clairement pas pour ENS Ulm, et ça m'étonnerait pas que la médiane n'ait pas dépassé les 2,5 cette année-là. Imaginons que vous avez une étendue d'eau, genre un étang, et cet étang il est agité par un courant régulier. Ok, jusque-là? Ça veut juste dire que le courant, il varie pas avec le temps, c'est toujours le même. Maintenant, je prends un bouchon de champagne et je décide de le lâcher dans le courant. Donc il va faire sa vie et j'observe ce qu'il fait. Je remarque très vite qu'il y a 2 issues possibles. Soit il va arriver au bout d'un moment à un point où il n'y a pas de courant et du coup il va se stabiliser, soit il va être pris dans un tourbillon et il va tourner sans cesse. C'est-à-dire garder un certain cycle et boucler complètement en fait. Soit, alors maintenant vous remplacez courant par champ vectoriel, aucune variation par équation monotone, cycle par fonction périodique et étang par ensemble compact d'un ouvert de R2, et vous obtenez le théorème de Poincaré
et Bendixson. Résultat qualitatif sur les équadifs sympathiques en apparence, sachez que quand vous rentrez dans le théorique et les questions de stabilité topologique, vous obtenez ENS 2000. Un fiasco total d'après plusieurs témoignages. Sujet court en apparence, seulement 3 pages dont une de définition et de résultat, mais véritablement imbitable dans l'ensemble. Demande une maîtrise exemplaire des chapitres d'analyse de première et deuxième année. Il y a des questions d'existence si horribles dans ce sujet que honnêtement, il n'y a pas un quart des agrégés en maths de ce pays qui y arrivent. Je pense sincèrement qu'il y a une bonne proportion des agrégés qui ne savent pas répondre correctement aux questions d'existence qui sont posées à la fin de certaines parties. Ce sujet est beau, encore une fois, mais il est terriblement exigeant. Le théorème dans son ensemble, malgré sa simplicité, il est très beau. Et les contre-exemples sous des hypothèses mathématiques plus faibles sont ultra intéressantes. Genre par exemple en dimension 2 ça marche, mais les météorologues nous ont montré qu'en dimension 3, ça marchait plus. Par exemple, un attracteur de Lorentz que tu peux voir dans certaines tempêtes te donne quelque chose de complètement erratique. Et je suis sûr que d'un point de vue quantique en 3D, avec tous les principes d'incertitude, vous avez des contre-exemples assez jolis aussi. Encore une fois, sur cette épreuve, la médiane ne devait pas être au-delà de 3, clairement. Mesdames et messieurs, le sujet le plus dur, le plus légendaire de tous les temps. Un nombre incalculable de feuilles blanches. Sans déconner, pas loin du 100% de copies rendues vierges. Si bien qu'on a carrément dû annuler l'épreuve. Et pourtant, la promo 66, c'était que des monstres. Alain Cohn a rendu feuille blanche, pour vous donner une idée. Pourtant, il sera médaillé Fields 16 ans plus tard. Un sujet très court. Une seule page pour 6 heures d'épreuve. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'origine de ce cataclysme? La réponse est un peu différente de ce que vous pouvez penser. Tout cela est à cause de... C'est la fin de la vidéo. Vous êtes en droit de me détester, évidemment. Je vous fais languir, bombarder les pouces rouges. Mais il faut réserver une vidéo entière à cette pépite qui est ENS 66. S'il a marqué l'histoire de cette façon, c'est qu'il y a toute une partie immergée de l'iceberg. Il y a un contexte historique. Il y a un auteur particulier derrière ce sujet. Et peut-être même qu'il y a d'autres subtilités. Mais de toute façon, on verra ça ensemble la prochaine fois. Un grand merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. J'essaye évidemment de la sortir au plus vite, comme d'habitude. D'ici là, je vous aime fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.